Gaza, le nom est sur toutes les lèvres, notamment depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas sur le territoire israélien. Gaza, plus qu'une région, plus qu'une ville, centre de toutes les passions et de toutes les polémiques depuis plusieurs années. Gaza, parfois au cœur de manœuvres politiques et diplomatiques, instrument entre plusieurs mains, celles de groupes et d'États cyniques. Car en définitive, que vous soyez pour une cause ou pour une autre, que vous soyez neutre ou impliqué dans cette histoire, que savez-vous en vérité sur Gaza? Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qui peut servir à comprendre cette région du monde qui se retrouve au cœur de toutes les attentions. Bonjour à tous. Nous le savons, Gaza est devenu un emblème ou un symbole pour tous les défenseurs de la cause palestinienne. Certains la décrivent comme un ghetto, d'autres prétendent qu'il s'agirait d'une prison à ciel ouvert. Ce que je peux vous dire, car je me suis déjà rendu dans la région, c'est que ceux qui en parlent le plus sont le plus souvent ceux qui connaissent le moins la réalité de la bande de Gaza. Je vais donc approcher le sujet froidement et vous parler de 4 aspects que vous devez connaître impérativement à propos de Gaza: sa situation géographique, son histoire, son rôle politique et la propagande médiatique qui l'entoure. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous parlerez à l'avenir de la bande de Gaza en connaissance de cause, avec des éléments objectifs, en tout cas en ayant tous les éléments qui vous permettraient de ne pas suivre la propagande des uns ou celle des autres. D'abord, la géographie. La bande de Gaza est une petite région côtière située le long de la côte orientale de la mer Méditerranée. Il s'agit d'un territoire palestinien niché à l'ouest d'Israël. Bordée par la mer Méditerranée, cette bande est longue d'une 40aine de kilomètres côté mer et d'une 50aine côté terre et large de 6 à une quinzaine de kilomètres tout au plus selon les endroits. Nous parlons donc d'une superficie globale de 365 km² approximativement. Disons que cela correspond, pour donner une image, à 3 fois la ville de Paris, ou pour donner une autre image, pour ceux qui connaissent la capitale algérienne, pour ne citer qu'elle, disons que c'est la même superficie que le Grand Alger. C'est ça, la bande de Gaza. Elle a aussi au sud une petite frontière avec l'Égypte, d'une dizaine de kilomètres approximativement. Là, je vous parle de la bande de Gaza, c'est-à-dire de l'ensemble d'un territoire qu'il ne faut pas confondre avec Gaza City, la ville de Gaza, qui est l'une des principales villes de cette région. Il faut connaître la géographie et ainsi la topographie, surtout dans la perspective d'une intervention militaire terrestre fort probable de l'armée israélienne. Au moment où cette vidéo est enregistrée, il s'agissait en effet d'une forte hypothèse. Par conséquent, il faut savoir que la bande de Gaza présente une topographie plate avec la présence de dunes de sable visibles le long de sa côte méditerranéenne. L'intérieur des terres est composé principalement de terres agricoles. On sait par exemple que le Hamas utilise 2 endroits pour mener ses activités clandestines, des lieux isolés où il a érigé quelques bunkers sous terre à proximité justement des zones agricoles. C'est là qu'il développe une activité de fabrication de roquettes, mais surtout à l'intérieur des villes, en creusant de nombreux tunnels et des galeries sur lesquelles je reviendrai. La bande de Gaza est par ailleurs divisée en 5 parties. Il y a la région de Gaza City, la plus importante. Il s'agit de son centre politique et économique. Au nord, vous avez les villes de Beit Hanoun et Jabalia. Ensuite, au centre, on a la région de Deir el-Balah qui est également très importante. Au sud, il y a la ville de Khan Younes et enfin la région de Rafah, près de la frontière avec l'Égypte. À côté de toutes ces villes, il faut ajouter 2 camps de réfugiés très importants où le Hamas a pu recruter pendant plusieurs années. L'un est situé à Jabalia et l'autre à Nusayrat.
J'en profite pour vous dire que c'est l'une des régions les plus densément peuplées au monde, autour de 2 millions de personnes dans ces 365 km². Cela fait près de 5500 personnes approximativement au kilomètre carré. C'est dire. C'est ce qui rend d'ailleurs très complexe toute intervention militaire. S'agissant de l'histoire de Gaza, si la bande de Gaza en tant que telle est de création récente, la ville de Gaza, elle, est très ancienne. Elle a vu passer plusieurs civilisations et les 3 religions monothéistes. Mais elle ne représente aucun véritable enjeu au niveau de la symbolique religieuse, ni pour les uns, ni pour les autres. Sauf pour quelques illuminés juifs, bien évidemment, qui rêvent d'un grand Israël dans lequel il y aurait quasiment aucun arabe. Et pour d'autres illuminés musulmans, ceux-là, certainement plus nombreux, qui rêvent de faire disparaître l'État d'Israël et ainsi les juifs de cette région. L'on sait que longtemps, les juifs y ont vécu. On retrouvait encore récemment quelques vestiges de cette présence. On sait aussi que longtemps, des arabes, chrétiens ou musulmans, y ont vécu également. Pour les musulmans, la tradition orale raconte que l'arrière-grand-père de Mahomet, ou du prophète Mohammed, si vous préférez, Hachim ibn Abd Manaf, par ailleurs patriarche des Hachimites jordaniens, serait mort à Gaza et qu'il y aurait même été enterré dans le vieux quartier d'Al-Daraj, très connu dans la ville de Gaza. On y raconte ainsi que les habitants de la Mecque, avant même l'avènement de l'islam, passaient par cette région lors de leur voyage caravanier en direction du Cham, en d'autres termes, de l'actuelle Syrie. Mais soyons clairs, si au nom d'une présence très ancienne, les illuminés des 2 camps peuvent prétendre à contrôler cette région, on pourrait inviter aussi dans la polémique les descendants des Grecs, des Romains, des Phéniciens, des Philistins, des Perses, et j'en passe, car nous parlons, et on l'oublie souvent, de plusieurs siècles de l'histoire de l'humanité. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'histoire récente. Gardons en tête qu'à la fin du XIXe siècle, Gaza, comme une grande partie de la région, est sous contrôle ottoman. À l'époque, juifs comme musulmans se partagent ce territoire et ils étaient même voisins. Ensuite, au lendemain de la Première Guerre mondiale et du démantèlement de l'Empire ottoman, la région passe sous mandat britannique, à la faveur d'un découpage prévu par les accords dits Sykes-Picot. Quelques années plus tôt, il y a eu la déclaration de Balfour qui promet aux Juifs un foyer national, ce qui correspond également à la naissance du sionisme à la fin du XIXe siècle. Je rappelle tout de même, et cela c'est une parenthèse importante, que le sionisme est né en réaction à la montée de l'antisémitisme en Europe. Je précise aussi, car on a tendance à l'oublier, que l'antisémitisme est une idéologie théorisée, pensée et mise en application en Europe par des Européens pour chasser du territoire européen tous les juifs, voire pour les détruire et les exterminer. Je rappelle donc qu'à l'origine, les musulmans n'ont rien à voir, en théorie, avec la pensée antisémite, en tant que telle. C'est dommage qu'ils se soient laissés manipuler au fil du temps par tous ceux qui avaient intérêt à faire de leur religion, c'est-à-dire l'islam, un outil pour propager de la haine. Même s'il y a eu des moments de discorde dans l'histoire, entre juifs et musulmans, et surtout entre ces 2 religions antagonistes, rien de comparable cependant avec le sort réservé aux juifs sur le territoire européen. Ce n'est en vérité qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de l'émergence de l'islam politique et de la montée en puissance, notamment des frères musulmans, que nous allons assister à une montée de l'antisémitisme dans les sociétés musulmanes. Cela s'est accentué ensuite avec les manipulations des dictateurs arabes au nom d'un nationalisme dont nous connaissons les méfaits. Désolé pour cette parenthèse, mais l'histoire exige que l'on soit assez complet, même s'il est difficile d'être exhaustif, notamment dans ce type de forme. Par conséquent, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et évidemment après le drame de la Shoah, la création de l'État d'Israël devenait
inéluctable, cela s'imposait comme une évidence pour la survie du peuple juif. Je précise aussi que la Palestine n'a jamais été un État. La nation palestinienne est de création récente. D'une certaine manière, il y avait une communauté arabe qui vivait en Palestine. Ce territoire, la Palestine, était un no man's land, n'appartenant à personne, administré, comme précisé, tantôt par les uns, je parle des Ottomans, tantôt par les autres, en l'occurrence les Britanniques. En 1947, l'ONU décide la mise en place d'un plan de partage qui aurait permis aux deux États de naître dans des conditions favorables. La ville de Gaza et ses environs étaient à l'époque sous autorité arabe, en l'occurrence palestinienne, mais elle était beaucoup plus importante en termes de superficie que ce qu'elle allait devenir plus tard. Et pour cause, les populations arabes, aidées ensuite par les pays avoisinants, ont décidé en 1947-48 de lancer une guerre contre les Israéliens qui venaient de donner naissance à l'État d'Israël. Mais la victoire revenait à ces derniers qui ont décidé de prendre possession de certains territoires qui étaient arabes dans le plan de partage. La bande de Gaza, comme nous la connaissons aujourd'hui, a émergé en vérité des négociations d'armistice de Rhodes en Grèce en 1949, après la guerre israélo-arabe. Et là, les populations de cette région allaient connaître une histoire kafkaïenne, puisque de 1949 à 1967, c'est l'Égypte qui allait administrer la bande de Gaza. À partir de 1950, aucun juif n'est autorisé à y vivre. La région est exclusivement arabe, majoritairement musulmane, et avec la présence de quelques chrétiens. Ainsi, la population de Gaza est sous l'autorité militaire de l'Égypte, mais elle ne possède aucune nationalité. Ces Gazaouis vont donc vivre ainsi en apatrides. Au milieu des années 50, après le renversement du roi Farouk en Égypte et l'avènement des officiers libres de Nasser, manipulés par le pouvoir égyptien, quelques habitants de la bande de Gaza, enrôlés dans le combat nationaliste, vont commettre quelques attentats pour viser les régions du sud d'Israël. On les appelait alors les Fidaïn. L'OLP de Yasser Arafat va en faire son bastion. Cette situation va donner l'occasion à l'armée israélienne d'intervenir à Gaza en 1956 en marge de l'opération militaire franco-britannique contre l'Égypte. Finalement, en juin 1967, Israël va ouvertement occuper la bande de Gaza au lendemain de la guerre des 6 jours. Plusieurs colonies juives vont y être installées. Et nous allons assister à un statu quo qui va durer plusieurs années. Lorsqu'en 1979, des accords de paix sont signés entre l'Égypte et Israël, le Caire va clairement refuser d'administrer la bande de Gaza et la laisse sous l'autorité de l'armée israélienne. Pendant ce temps, depuis le début des années 70, les frères musulmans avaient commencé à s'y enraciner, progressivement, discrètement, sans trop de bruit, comme ils savent le faire, et ils arrivent même à créer l'université islamique de Gaza en 1978, sur laquelle je vais revenir. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous, responsables occidentaux, vous qui jouez aujourd'hui aux vierges effarouchées, vous, responsables israéliens qui faites semblant de rien connaître de cette histoire, je vous rappelle quand même que l'université islamique de Gaza n'a rien d'islamique, elle est islamiste du sol au plafond. Elle est depuis 40 ans le centre de diffusion de la pensée islamiste, à Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens. C'est même le centre d'endoctrinement djihadiste. Ce que les opinions publiques doivent savoir, c'est que la création de cette université islamiste a été encouragée par les Israéliens. Et cette université des frères musulmans, qui n'a eu de cesse de croître pendant toutes ces années, elle a réussi à se développer grâce à l'aide internationale, celle de pays arabes, mais surtout celle de pays sponsors de l'islamisme, comme le Qatar, mais aussi grâce à des aides occidentales, provenant notamment des États-Unis, de Grande-Bretagne et
de l'Union européenne. Il y a eu une polémique qui a opposé l'extrême droite à certains eurodéputés au sujet justement de ce financement. Alors je vais vous dire, et je suis très à l'aise dans ce genre de situation, ce n'est pas parce que l'extrême droite le dit que c'est vrai, mais ce n'est pas parce que l'extrême droite le dit que c'est faux. L'extrême droite, comme souvent, à son habitude, exagère sur les chiffres. Mais il est vrai, car c'est l'histoire, car c'est la vérité, et car ce sont les faits, et les faits sont têtus, que l'Europe, ou plus globalement l'Occident, a bel et bien financé l'université du Hamas, celle qui a formé l'écrasante majorité de ses idéologues et de ses chefs politiques. Alors attention, de petits malins vous diront probablement que l'université de Gaza a été créée 10 ans avant la naissance du Hamas. C'est vrai, mais elle a été créée une dizaine d'années après que le Cheikh Yassine, fondateur du Hamas, ait commencé ses activités à Gaza et elle intégrait une stratégie islamiste globale, construire en première étape l'infrastructure idéologique du mouvement avant d'ériger par la suite les infrastructures politiques et militaires du Hamas. Sur le plan politique, justement, c'est à Gaza, dans le camp de réfugiés de Jabalia, que sera lancée en 1987 la première intifada. Le jour même du début de cette révolte est né le Hamas. Dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder, j'avais expliqué ce qu'il fallait savoir à propos du Hamas. Je vous invite donc à la regarder pour avoir une vue d'ensemble sur le problème qui nous préoccupe. 6 ans après la création du Hamas, en 1993, à la faveur d'accords de paix qui mettaient fin à la première intifada, la bande de Gaza est remise à l'autorité palestinienne qui va ainsi l'administrer. Ainsi, au départ, Yasser Arafat et son administration vont s'y installer. Dans le cadre des accords entre l'OLP et Israël, ils vont aussi essayer de réduire les actions terroristes que le Hamas accomplit à travers sa branche armée, les brigades Al-Qassam. Bon an, mal an, la bande de Gaza arrive à développer sa propre économie grâce aux aides internationales notamment. Mais la situation va demeurer dans un calme précaire pendant quelques années jusqu'au début de la seconde intifada en 2000. Qui va voir l'émergence d'un terrorisme d'un type nouveau pour les Palestiniens, le fait de militants islamistes qui vont adopter un mode opératoire, l'attentat suicide, avec des ceintures explosives. En 2004, la bande de Gaza va se retrouver orpheline de ses principaux leaders. Le cheikh Ahmed Yassine, fondateur du Hamas et instigateur des attentats suicides, est tué en mars par l'armée israélienne dans une opération ciblée. Et Yasser Arafat, tête de file du camp nationaliste, meurt à Paris après une longue maladie 6 mois plus tard, en septembre de la même année. C'est en réalité durant cette année 2004 que la bande de Gaza devient vraiment incontrôlable. L'année suivante, en 2005, le Hamas remporte la majorité aux élections locales et sous l'impulsion d'Ariel Sharon et malgré les protestations de l'extrême droite israélienne, Israël décide de se retirer unilatéralement de la bande de Gaza et de démanteler les colonies érigées après la guerre de 1967. Cette situation va mettre en évidence une lutte intestine entre d'un côté le Hamas et de l'autre côté l'autorité palestinienne. Elle sera féroce. Mais le groupe islamiste va utiliser la force, il va tuer y compris des Palestiniens pour prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza qui est devenue une sorte de petit émirat islamiste non déclaré. Depuis, plusieurs conflits se sont multipliés entre Israël et le Hamas sans que l'autorité palestinienne ne s'en mêle, sauf à appeler à préserver la vie des civils. Ainsi, après ce tour d'horizon, je vais résumer et répondre à quelques mensonges proférés. Sur le plan de la propagande, oui, la guerre est aussi une affaire de propagande. Et si les deux belligérants mentent et veulent manipuler les masses, je puis vous dire qu'il y a une partie qui ment plus que l'autre. C'est celle qui a déjà gagné la bataille de l'opinion publique. Gaza, je le précise, n'est ni une prison,
ni un ghetto, encore moins un camp de concentration. Il est mensonger de le dire ainsi. La description exagérée qui est faite depuis de longues années ne sert que la propagande victimaire des islamistes et certainement pas la cause palestinienne, encore moins la vérité. À Gaza, jusqu'au 7 octobre 2023, il y avait 4 universités. Je le dis vraiment à titre indicatif. L'université des sciences appliquées à Gaza City, l'université Al-Azhar, toujours à Gaza City, qui abrite la faculté palestinienne de médecine, l'université Al-Aqsa, qui forme notamment les enseignants, et enfin l'université islamique de Gaza, ou plutôt l'université islamiste de Gaza, dont j'ai déjà parlé. Je n'ai pas parlé des écoles, des collèges, des lycées, des banques, des entreprises, des cafés, des restaurants, des hôtels, mais des universités seulement. Parce que franchement, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il y aurait des universités dans des camps de concentration ou à l'intérieur de prisons, y compris des prisons à ciel ouvert. Celui qui me dit qu'il a déjà eu l'occasion d'en voir dans des ghettos, dans les camps de concentration ou dans les prisons, qu'il me donne l'adresse pour que j'aille le voir de plus près. Pour autant, sans exagération, faut-il se réjouir de la situation des habitants de Gaza? La réponse est évidemment non. Ils sont sous l'emprise d'un groupe islamiste, terroriste, enfermé dans 365 km² et leur vie est rythmée par les conflits sans fin. Ceux qui en rajoutent en diffusant la propagande mensongère du Hamas, de la mouvance islamiste en général et de leurs relais occidentaux, ne rendent pas service à la cause qu'ils prétendent défendre. À Gaza, la pauvreté, oui, et le chômage battent leur plein, parce qu'il y a un blocus militaire imposé pour raisons sécuritaires, à mon sens, légitimes. Est-ce que le terrorisme est légitime quand la seule autorité qui représente le combat du peuple palestinien a signé un accord de paix avec Israël? À mes yeux, la réponse est non. Ma réponse est la suivante, elle est la même depuis toujours. Le combat du peuple palestinien pour ériger un État viable, vivant pacifiquement aux côtés de l'État d'Israël, est un sujet légitime. Mais ce combat, en aucune manière, ne doit être incarné par un groupe terroriste et islamiste structuré autour de la haine, du racisme et de la négation de l'autre. Je le redis, la souffrance des Palestiniens se suffit à elle-même et n'a pas besoin de mensonges pour devenir réalité. Elle a encore moins besoin d'apprentis sorciers qui ont, eux, besoin de manipuler pour légitimer dans le monde arabe leur pouvoir ou pour attirer l'électorat musulman en Occident, comme certains partis que nous connaissons bien en France. Car cette souffrance, si elle est le fait d'une politique israélienne basée exclusivement sur le tout sécuritaire, et nous avons vu que le tout sécuritaire, comme le discours prétendument viril de l'extrême droite et messianique de l'extrême droite religieuse, n'a pas empêché les attentats du 7 octobre 2023. Cette souffrance est aussi le fait de l'irresponsabilité d'un groupe terroriste islamiste qui a pris en otage, oui, qui a pris en otage la population gazaoui. Et la responsabilité aussi de tous les pouces au crime, de tous les va-t-en-guerre, doit être soulignée, car à travers la cause palestinienne, ils ont envie de dire leur haine du juif, non pas leur soutien aux Palestiniens. La propagande du Hamas aussi, nous le voyons depuis plusieurs années, ne cesse de gagner. Il est vrai que de ce point de vue, la démocratie israélienne, à cause de l'incompétence de ses dirigeants, surtout actuels, a perdu, oui, la bataille de l'image. Et si le 7 octobre, le monde a pu avoir un petit aperçu de la réalité du Hamas, il doit faire un effort supplémentaire et faire preuve d'honnêteté intellectuelle surtout, pour accepter de voir le reste de cette même réalité. Oui, jusqu'à présent, le Hamas a gagné la bataille de l'image. Vous voulez avoir un aperçu? Regardez celles qui sont diffusées depuis plusieurs années, sur les chaînes occidentales comme sur les chaînes arabes. Vous ne verrez à Gaza que des personnes en civil, des femmes et des enfants, jamais une arme, même pas une arme de poing, encore moins des kalachnikovs et des roquettes. Sauf dans la propagande officielle, diffusée et maîtrisée
par les brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, qui montre ses hauts faits d'armes face aux militaires israéliens seulement. Des tunnels qui existent sous Gaza, ces galeries qui ont été construites tout au long de ces années et financées parfois par des fonds d'aide internationaux. C'est une réalité. Les terroristes du Hamas sont plutôt invisibilisés dans la communication très pensée. Pourtant, tous ceux qui se sont déjà rendus sur place savent que chaque responsable administratif, quasiment chaque jeune, chaque citoyen est membre ou sympathisant du Hamas. Les quelques-uns qui ne le sont pas sont très discrets et s'empêchent de critiquer ouvertement l'organisation islamiste. De l'autre côté, que voyez-vous? Des militaires israéliens avec des tenues de combat, des voitures blindées et un armement sophistiqué. Vous voyez parfois des militaires brutaux parlant sans ménagement aux Arabes, y compris aux femmes et aux enfants. Que voyez-vous d'autre? Des colons, souvent des extrémistes religieux, armes en bandoulière. C'est ça la bataille de l'image. Et tant que les Israéliens continueront de croire que c'est ainsi qu'ils vivront en paix et en sécurité, les gens continueront de croire, même si cela est faux, que Gaza serait similaire au ghetto de Varsovie. Parce que, ne l'oublions pas, en définitive, quand des conflits suscitent les passions les plus folles, chacun croit dans ce qui l'arrange, même si ce qui l'arrange n'est pas la vérité. Sur ce, prenez soin de vous en ces temps troublés, et si vous voulez qu'on continue d'explorer différemment quelques sujets complexes, abonnez-vous. Et je vous dis donc à très bientôt.